Bonsoir. Pour celui qui feuillette un atlas ou un livre d'histoire, le Maroc apparaît d'emblée comme un vieux pays à la civilisation millénaire, enraciné en Afrique, à 2 pas de l'Europe, monarchie incarnée par le roi Hassan II depuis 1961. Celui qui voyage au Maroc reçoit le choc d'un pays d'une rare beauté et d'un peuple chaleureux. Celui qui s'intéresse aux données économiques mondiales constate que le Maroc réussit son redressement économique en dépit d'une 2e année de sécheresse, mais au prix d'un coût social important. Celui qui s'intéresse aux relations israélo-arabes, c'est les efforts déployés par le Maroc en faveur de la paix, sujet d'actualité s'il en est cette semaine. Pour celui qui se préoccupe de la défense des droits de l'homme, même si la connaissance des progrès accomplis ces dernières années, avec notamment l'inscription des droits de l'homme dans la constitution marocaine et la création d'un comité consultatif des droits de l'homme, la lecture du dernier rapport d'Amnesty International appelle encore beaucoup de questions. De tout cela, nous allons parler, mais aussi de l'intégrisme musulman, des relations entre le Maroc et la communauté européenne, du conflit en Bosnie ou des mesures proposées par Charles Pasqua concernant les étrangers en France. Bonsoir Majesté, merci de recevoir 7/7 au Palais Royal à Rabat, au moment où le Maroc, disent tous les observateurs étrangers, est à un tournant politique. Nous sommes vendredi soir et nous enregistrons cette émission quelques heures à l'avance. Alors parlons, si vous voulez bien, d'abord de la monarchie, pour que les Français comprennent bien, qui fait ici l'objet d'un réel consensus et qui a ici une très forte légitimité. Dans un livre que vous avez publié chez Plomb, il y a quelques semaines, qui s'appelle « Mémoire d'un roi », vous dites à Éric Laurent, qui vous interroge, « Ce que Dieu m'a donné, Dieu seul peut me l'enlever ». Alors comment est-ce que vous conciliez ce lien qui apparaît d'ordre divin avec la volonté d'être un monarque constitutionnel? Tout d'abord, bonjour madame. Je vous souhaite la bienvenue au Maroc et à travers cette émission, je souhaite la bienvenue au Maroc à tous ceux qui regarderont cette émission et j'espère qu'elle leur donnera satisfaction. Je crois qu'on a donné un sens qui n'est pas le vrai à la phrase que j'ai écrite ou que j'ai dite. Je parlais à ce moment-là comme individu. C'est-à-dire que lorsque Dieu donne à un individu quelque chose, personne ne peut le lui reprendre. Lorsque Dieu gratifie l'une de ses créatures de quelque chose, seul lui peut reprendre ce qu'il a donné. C'était le citoyen, c'était C'est l'homme. le citoyen, c'est l'homme, c'est le croyant, c'était pas le roi. Alors, depuis septembre dernier, il y a une nouvelle constitution, ou plutôt c'est la constitution de 1972 qui a été révisée. On a noté beaucoup de points communs avec la nôtre. Alors, il y a un article 24 qui explique que le Premier ministre, c'est lui qui propose les ministres. L'article 59, où le programme du Premier ministre est débattu à la Chambre et doit faire même l'objet d'un vote. L'article 40, je vois froncer les sourcils, j'espère que je ne me trompe pas. Non, non, L'article 40, commenté d'ailleurs largement par le doyen Vedel, qui montre un progrès majeur avec la possibilité de créer des commissions d'enquête parlementaires. Alors je voulais savoir si cette évolution vers un système politique moderne correspondait à l'évolution de la société marocaine ou si pour vous c'était indispensable pour vous rapprocher d'une Europe, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, avec laquelle vous souhaitez avoir des liens. Non. S'il y a eu une telle avance dans la constitution marocaine, c'est parce que j'ai légiféré en tout premier lieu pour les Marocains. J'ai considéré aussi que le développement économique et social devenait de nos jours un élément très important dans la vie des pays. Et c'est pour ça que je considère que les constitutions devraient presque s'appeler des constitutions de managers ou de management. J'en prends le terme d'efficacité parce que vous employez celui de management, c'est donc cette idée-là. C'est l'efficacité. Alors, il y a des élections législatives qui vont avoir lieu ici le 25 juin. Les partis d'opposition se sont mis d'accord sur un front commun, un programme commun. Imaginons qu'ils l'emportent. Est-ce que la Constitution voudrait que vous nommiez un Premier ministre? Est-ce que vous seriez d'opposition à ce moment-là? Est-ce que vous seriez dans une situation de cohabitation? Alors, puisque dans votre introduction, vous avez voulu, à travers ces premières questions, essayer de donner un éclairage à vos spectateurs qui ne sont pas marocains, un éclairage sur la monarchie marocaine, sur la constitution marocaine, je tiens d'abord à faire une mise au point. Le mot opposition ne doit pas être pris ici comme ailleurs. Ici, l'opposition n'est pas à la personne du roi. L'opposition n'est pas pour avoir un autre roi, qui est dans l'alternance. Donc l'opposition, c'est l'opposition par rapport au gouvernement en place. Mais j'ai dit que la monarchie d'ailleurs était aujourd'hui absolument contestée. Donc,
le fait de voir comme une percée extraordinaire que je prenne comme Premier ministre un homme de ceux qui étaient dans l'opposition ne constituerait pas du tout une première extraordinaire. Elle ne serait que la logique si l'on voulait suivre implacablement la logique de la Constitution. Si bien qu'avoir un Premier ministre d'opposition ne vous poserait, considéré faisant partie des partis d'opposition aujourd'hui, ne vous poserait aucun problème. C'est donc envisageable? Plus qu'envisageable. Et je suis sûr que celui que je choisirai se considérera comme étant privilégié sur le plan de la confiance que je lui fais, et très certainement très heureux de travailler à mes côtés, car en plus de cela, j'entretiens des rapports personnels avec beaucoup de membres de tous ces partis d'opposition. D'opposition à l'ancienne majorité. L'un des paradoxes marocains pour un certain nombre d'observateurs, peut-être non avertis, me direz-vous, c'est que le multipartisme existe ici. Il est d'ailleurs reconnu par la Constitution depuis 1961 qui a interdit le parti unique. Il y a des élections et des véritables campagnes électorales. Il y a de multiplicité de journaux et de titres de journaux qui représentent une palette d'opinions de toute tendance. Mais quand vous organisez un référendum pour l'approbation de la nouvelle Constitution dont nous parlions à l'instant, ce référendum obtient 99,96% de participation. De participation. Et là-dessus, 92% de oui. Mais les partis d'opposition appelaient à l'abstention. Est-ce qu'on peut considérer que l'abstention dans ce pays ne correspond qu'à 0,04% puisque c'était le mot d'ordre des opinions? Et à ce moment-là, est-ce qu'au fond, cette question, c'est au fond, est-ce que ça ne permet pas de s'interroger sur le degré d'ouverture démocratique que vous souhaitez faire? Très franchement, j'ai horreur des satisfecit qu'on se donne à soi-même. La Constitution aurait-elle été acceptée par 51,5 qu'elle s'imposait à tout le monde? C'est clair. Donc et il n'y aurait même pas eu l'ombre d'un débat. Non, même pas l'ombre d'un débat. Alors, pourquoi donc être masochiste et aller chercher des chiffres s'ils n'étaient pas réels? Mais je vais vous dire une chose. Même les gens qui ont demandé de s'abstenir n'ont pas empêché physiquement les leurs d'aller voter. Ça, on peut le prouver. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun écho? Non. Au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'il fallait qu'ils prennent une position, mais je suis sûr et certain que beaucoup de militants des partis politiques sont allés voter. Alors, pour rester un instant sur le point de vue électoral, l'opposition, après les municipales, qui ont eu lieu aussi à l'automne dernier, avait protesté en disant qu'elle n'avait notamment pas eu communication des résultats officiels, notamment dans les villes où elle avait été battue. Aussi, elle avait-elle demandé des garanties pour les élections législatives à venir? Ces garanties, vous les avez accordées? Je pense qu'on ne pouvait pas leur donner plus de résultats que ceux qu'on leur a donnés. Et j'ai insisté personnellement auprès du ministère intéressé, à savoir de l'Intérieur, de leur donner le maximum de détails. Maintenant, si pour l'étude, je sais que vous êtes juriste, et c'est pour votre curiosité juridique et intellectuelle, nous vous ferons parvenir tous les documents et vous verrez qu'ils ont été communiqués. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que je souhaite que nous passions d'une étape à une seconde. Et ça prouvera que nous sommes mûrs pour la démocratie. Dans les pays qui ont une longue tradition démocratique, le soir des résultats, il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y en a qui donnent les raisons de la victoire, d'autres essaient de minimiser les effets de la défaite, mais personne ne met en cause la sincérité du scrutin, ni des scrutateurs. Il nous faudra peut-être encore une demi-génération pour arriver à ce stade de maturité politique. Car dans tous les pays du monde, il y a les vainqueurs et les vaincus, mais j'aimerais qu'une fois pour toutes s'instaure un climat de franchise, de transparence qui fasse qu'au lendemain des résultats, on ne s'adonne plus à des récriminations, mais plutôt à des analyses prospectives. Et pourquoi de la victoire ou pourquoi de la défaite? Voilà, exactement. Donc garantie de transparence, révision des listes, vous les avez accordées, présence de tous les partis dans les bureaux de vote comme scrutateurs. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il n'y aura pas cette contestation. Enfin, vous espérez qu'elle sera réduite? Oui, j'espère qu'elle sera réduite parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Je prends cet exemple parce qu'il est très populaire. Moi, après tout, je ne suis qu'un entraîneur, l'entraîneur de l'équipe. Il faut que l'équipe que je vais sélectionner et que les élections vont sélectionner puisse gagner le match. C'est un match très dur, celui des années qui viennent. Tant à l'échelon intérieur
qu'à l'échelle mondiale et à l'échelle régionale. On viendra d'ailleurs tout à l'heure aux défis économiques il faut que nous ayons vraiment, il faut que nous ayons des vedettes. Il faut qu'on marque. Et pour cela, il faut que le scrutin m'apporte la meilleure sélection. Si vous permettez, juste une curiosité qui a toujours intrigué tous les journalistes pour le système politique marocain. Vous parliez tout à l'heure du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est aussi ministre de l'Information. Ce serait impensable chez nous, ça. Non, mais je vais vous donner le secret. Malheureusement, pour l'information, cet état de fortune va disparaître avec le prochain gouvernement. En réalité, le ministère de l'Information a vécu un petit peu en parasite positif sur le budget de l'Intérieur. Nous n'avons pas de ministère de l'Orientation. Mais le ministère de l'Information était tellement réduit sur le plan budgétaire et personnel que nous aurions végété. Alors de temps en temps, nous fermons les yeux sur une pratique qui se fait, à savoir les virements de chapitre à chapitre. On est obligé de le faire par décret, les virements de chapitre à chapitre. On ne le fait pas à l'intérieur du budget par le ministre. Et c'est ainsi que pendant quelques années, nous avons fait vivre notre RTM et télévision sur un petit peu le ministre de l'Intérieur. Et là maintenant, il y aura un budget séparé, oui, et le ministre de l'Intérieur mais naturellement, le même c'est pas du tout dans le sens du ministre de l'Orientation, de ce qu'on a vu dans le Moyen-Orient ou autre. Non, non. Et du reste, je pense que jamais les journalistes n'ont eu un langage aussi franc et des rencontres aussi fréquentes que depuis qu'ils ont affaire à ce ministre bicéphale. On parlait du futur gouvernement tout à l'heure. Une femme ministre au Maroc, c'est pensable? C'est possible? C'est pensable, d'autant que, comme le dit l'adage juridique, enfin, tout ce qui n'est pas interdit formellement, est autorisé. Vous en pensez quoi, vous-même? Je pense que rien n'empêcherait une femme d'être ministre. Vous le souhaiteriez? Mais je vais vous dire une chose. D'abord, les femmes sont très travailleuses. Certes. Oui. Parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont capables d'être aussi bonnes que les hommes, si ce n'est meilleur. Mais il y a en elles un élément positif très important. Et je crois que je vais faire plaisir à toutes les femmes du monde, parce que c'est la réalité. Jusqu'à présent, je ne connais pas une femme aux affaires de l'État ayant été corrompue par de l'argent. Quand une femme trahit, c'est une trahison de cœur. Elle se donne à quelqu'un, elle vole des papiers, elle communique des secrets, mais c'est vraiment exceptionnel. Il faut qu'elle soit passionnée. Mais sur le plan de la corruption, je n'ai pas entendu dire qu'une femme ait été corrompue dans l'exercice de ses fonctions. Vous avez souhaité d'ailleurs faire évoluer le statut de la femme ici au Maroc. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller sur le plan de la polygamie, sur le plan de la répudiation sur simple déclaration, sur le plan de l'autorisation de voyage, sans l'autorisation du mari? Nous sommes allés aussi loin qu'on le pouvait. Pour moi, seules les choses interdites formellement par le Coran et la Sunna sont intouchables. Autrement, tout peut être réadapté, car la religion musulmane est une religion qui a beaucoup évolué et qui est évolutive. Mais dans la loi, je veux dire, dans la loi. Dans les faits, j'attends la réponse du Conseil des femmes, puisque j'ai réuni toutes les... Elles doivent chacune me faire parvenir, mais je pense qu'elles vont être, dans leur majorité, si ce n'est leur unanimité, d'accord. Mais on ne peut plus répudier une femme sans que ce soit motivé, et en son absence. La polygamie, je ne peux pas l'interdire, elle est autorisée, mais on y a mis tellement de conditions qu'il faut vraiment être suicidaire pour y aller, ou masochiste. En ce qui concerne la garde des enfants, nous avons vraiment été juste et équitable, quoi. Et il fallait faire ce qu'il fallait. Là, nous n'avons fait que consacrer la libre profession d'une femme qui est consacrée par le Coran et le Hadith depuis que l'islam existe. Alors, finissons-en, Majesté, avec les consultations électorales. Depuis septembre 91, il y a entre Marocains et Sahraouis un cessez-le-feu au Sahara occidental qui est revendiqué par les Marocains. L'ONU a prévu un référendum d'autodétermination qui doit avoir lieu théoriquement avant la fin de cette année. Est-ce qu'à votre avis, il aura lieu? Est-ce qu'il faut craindre une reprise éventuelle du conflit? Non, je souhaite que ce référendum ait lieu. Le Conseil de sécurité ne saurait commettre un déni d'action. Le référendum est accepté par le Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale de l'ONU. Ses modalités ont été arrêtées à l'unanimité en 1990, fin 90.
Vous les avez acceptés? Nous n'étions pas tellement satisfaits, mais on a accepté. On a accepté parce qu'on, parfois, nous ne sommes pas jusqu'au boutiste dans ce domaine. Alors qu'est-ce qui coince? Ben, il coince que l'autre partie ne veut pas se mettre d'accord avec nous sur les critères qui permettent aux gens, aux citoyens, de se considérer comme aptes à voter, ou d'être considérés comme aptes à voter. Et vous pensez néanmoins que d'ici fin 93, ce référendum devrait pouvoir avoir lieu? Oui, si l'ONU agit en toute logique, du fait que ces critères ont été arrêtés par le secrétaire général, Pérez de Cuellar, et acceptés à l'unanimité par le Conseil, qui lui en a fait, du reste, qui lui a fait donner des félicitations. Alors, on va parler, si vous voulez bien, comme toujours à 7 sur 7, des événements en France et dans le monde. En France, bien sûr, le plan Balladur. En Italie, le pape en Sicile, Brigitte Cantor et Joseph Pénisson. Lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio. Jamais un souverain pontife n'avait dénoncé aussi durement la mafia sur ses propres terres. Devant des milliers de Siciliens, Jean-Paul II laisse exploser sa colère contre la Cosa Nostra et appelle la population, et plus particulièrement les prêtres, à lutter contre la pieuvre et ses parrains, fils du malin. Miséricorde oblige, le pape passe 1 heure avec les mafiosi détenus à la prison de Caltanissetta pour leur prêcher le repentir. Une croisade qui répond aux critiques de nombreux Italiens qui reprochaient à l'Église son silence sur l'organisation du crime. Dur pour les ménages, doux pour les entreprises, ainsi se présente le plan de redressement de l'économie d'Édouard Balladur, destiné en priorité à assainir les finances publiques. Augmentation de la CSG qui passe de 1,1 à 2,4%, augmentation de l'essence et de l'alcool, à quoi s'ajouteront bientôt un plan d'économie drastique sur les dépenses de santé et un allongement progressif de la durée des cotisations retraite. Comme prévu, le remède est rude et il frappe surtout les ménages. Ce sont eux qui paieront la plus grosse partie de ces 70 milliards de francs de prélèvements nouveaux destinés à réduire les déficits du budget et des régimes sociaux. Voilà pour la rigueur. Le plan Balladur comporte également un volet relance plus modeste. Environ 20 milliards de francs seront débloqués afin d'encourager la construction de logements, relancer les travaux publics et alléger les charges des entreprises. Objectif, favoriser l'emploi. Le patronat est satisfait. Les syndicats, comme le PS et le PC, s'inquiètent, eux, des effets de la dégradation du pouvoir d'achat des Français. Mais ceux-ci accusent plutôt bien le coup. La majorité d'entre eux approuvent globalement le plan Balladur. Salman Rushdie, reçu par John Major. Pour la première fois, le Premier ministre britannique rencontre l'auteur des versets sataniques, contraint depuis 4 ans à vivre dans la clandestinité après sa condamnation à mort par l'imam Khomeini en 89. L'entretien s'est déroulé dans la plus grande discrétion, loin des caméras, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour ne pas accentuer la colère de l'Iran, qui bien entendu dénonce aussitôt ce soutien officiel. Téhéran accuse Londres de faire de l'affaire Rushdie une arme politique contre l'Iran, tandis qu'en Grande-Bretagne, la communauté musulmane affirme que cette rencontre ne fait qu'accroître la colère des fidèles contre l'écrivain britannique d'origine indienne. Désormais, pour être français, il faudra le vouloir. Par 476 voix contre 88, l'Assemblée nationale adopte la réforme du Code de la nationalité, inspirée du rapport Marceau-Long et déjà votée par le Sénat en juin 90. Principale nouveauté, les enfants nés en France de parents étrangers, qui jusqu'à présent devenaient automatiquement français à leur majorité, devront désormais en faire la demande expresse entre 16 et 21 ans. Par ailleurs, 2 amendements durcissent le texte du Sénat. L'un porte de 6 mois à 2 ans le délai de naturalisation par mariage. L'autre concerne les enfants dont les parents sont nés en Algérie avant l'indépendance. Jusqu'à présent automatiquement français, il faudra désormais que l'un au moins de leurs parents justifie de 5 ans de résidence en France. Un gage donné à l'aile droite de l'UDF qui réclamait une loi encore plus musclée. Pour le ministre de la Justice, Pierre Méhaignerie, cette réforme devrait favoriser l'intégration et limiter la fraude. Le PS et le PC qui ont voté contre la jugent inutile et dangereuse. Le texte amendé par les députés doit maintenant retourner devant le Sénat. Majesté, je ne vais pas vous faire commenter le plan de relance et d'économie d'Édouard Balladur. Peut-être l'arrivée d'Édouard Balladur au gouvernement, vous le connaissez? Je le connais. Je trouve qu'il a abordé sa tâche avec beaucoup de sérénité, qu'il a devant lui un pari très important. Mais justement, ce qui sécurise, c'est qu'il ne donne pas l'impression qu'il prenne cela comme un pari. C'est une obligation. Tout autre à sa place, à mon avis, devrait le considérer comme tel. Mais il a sa manière. Il a sa manière qui est sécurisante.
Vous connaissiez Pierre Bérégovoy? Beaucoup. Et j'ai eu énormément de peine en apprenant sa mort, car c'était un homme d'une droiture et d'une loyauté sans faille. Il restait fidèle à ses amis jusqu'au bout. Et j'ai perdu là un ami. La France a perdu un bon serviteur. Au-delà du code de la nationalité, que je ne vais pas non plus vous demander de commenter, vous savez qu'on débat en France de mesures pour réglementer le contrôle et le séjour des étrangers. Bon, cela peut vous concerner puisqu'il y a 700 000 Marocains qui vivent en France, c'est la troisième communauté en France après les Portugais et les Algériens. Est-ce que vous comprenez que l'Europe cherche à se protéger de l'immigration ou est-ce que ça vous choque? Pas du tout, ça ne me choque pas. Je comprends que l'Europe se protège de l'immigration, surtout en période de chômage, et surtout lorsque le chômage devient maintenant une sorte de maladie endémique qui ne connaît pas de frontières. Jusqu'à présent, on pensait que certains continents ou certains pays étaient à l'abri de cette nouvelle bactérie, mais malheureusement, des plus pauvres ou plus riches, il y a un chômage. Non, j'estime tout simplement que ce qui empêcherait peut-être, parle du Maroc par exemple, c'est que lorsque les investisseurs viennent pour des PME ou des PMI, qu'il y ait en même temps un transfert de technologie. Ce serait donc une formation faite chez nous qui empêcherait ceux-là même d'aller en France. Mais de là à accepter que des Marocains qui ont quand même leur dignité passent en fraude en France et soient soumis aux lois et qu'eux-mêmes s'exposent à des vexations prévues par la loi ou à des capitis diminution, j'ai trop de respect et de fierté pour eux, pour leur dire allez vous faire donner deux gifles ou un coup de pied quelque part. Est-ce que vous aimeriez qu'ils soient intégrés en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. À propos de l'intégrisme, on sait que vous le combattez, ou plutôt vous combattez tous les intégrismes, comme vous dites. J'aimerais vous demander, au fond, quelles sont vos armes? Est-ce que ce sont des armes religieuses, puisque vous êtes le prince des croyants et qu'au fond, vous pouvez dire il n'y a pas plus musulman que moi? Ou est-ce que ce sont des armes de développement économique, précisément celles dont vous parliez à l'instant? Il se trouve que pour le Maroc, il n'y a pas que les armes conventionnelles. Il y a cette arme très importante qui est constituée par le fait que le roi est l'émir des croyants. Mais ce n'est pas suffisant. Les causes de l'intégrisme ne sont pas nombreuses, mais elles sont très dangereuses. Il y a d'abord une trop grande tendance vers la laïcité ou une tendance à oublier qu'on est musulman. On l'a vu dans certains pays musulmans. Ça a amené l'intégrisme. Le parti unique aussi engendre souvent l'intégrisme. Car, il faut dire une chose, les partis politiques européens classiques, en dehors de l'idéologie qui n'en ont plus, depuis que le marxisme n'existe plus, il n'y a pas de parti politique qui est une idéologie, il est un programme. Mais je ne connais pas une idéologie de parti. Par contre, pour ceux qui sont musulmans, l'islam est un merveilleux programme idéologique, pour peu qu'il le transforme à la sauce politique, et nous voilà dans l'intégrisme. Donc le parti unique est une des raisons particulières et particulièrement dangereuses pour l'intégrisme. En fait, il crée l'intégrisme. Alors, donc le Maroc résiste bien à l'intégrisme, ce n'est pas le cas de votre voisin l'Algérie. Au fait, vous en êtes où dans vos relations avec l'Algérie? Mais je vais vous dire une chose, et je le dis en toute sincérité, et j'espère que cette sincérité sera perçue. L'un des jours les moins heureux de ma vie, de responsable, est celui d'hier. Hier, si nous avions été dans les normes historiques de la fraternité,
eh bien, nous aurions, le président Ali Kafi et moi, donné tous les deux le coup de pioche en même temps pour le gazoduc maghrébin, euro-maghrébin. Je me vois, moi, du côté algérien de la frontière, le président Ali Kafi du côté marocain de la frontière, lui creusant dans le sol marocain et moi creusant dans le sol algérien. Ça devait se faire? Je le regrette. Je regrette que ça ne peut plus se faire. Et pourquoi? À mon avis, il est... quand il y a des scènes de ménage, parce qu'entre l'Algérie et le Maroc, c'est des scènes de ménage, elles sont bruyantes, elles sont passionnées. Dans les scènes de ménage, il ne faut jamais faire la comptabilité de pourquoi tu m'as fait, je t'ai fait. Je pense qu'il est temps de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire à la fraternité. Et je tiens absolument à dire que pour l'Algérie, je ne veux ni l'intégrisme, ni le fils, ni quoi que ce soit. Je lui souhaite de l'ordre, de la prospérité et de la stabilité. C'est tout autant de gagner pour le Maroc et pour nos voisins. Alors on va poursuivre, si vous voulez bien, l'entretien dans un instant, et notamment sur l'économie marocaine et sur les droits de l'homme. On va se retrouver tout de suite. Retour à 7 sur 7 en compagnie de Sa Majesté Hassan II, le roi du Maroc. Nous continuons notre conversation à la fois sur le Maroc et les problèmes qui nous intéressent entre la France et le Maroc. L'économie marocaine, précisément, elle nous intéresse à plus d'un titre, puisque la France est à la fois le premier client, le premier fournisseur et le premier investisseur étranger au Maroc. Alors, vous avez procédé depuis 10 ans à une cure d'austérité, ça s'appelle un programme d'ajustement culturel qui a porté ses fruits, puisque une croissance autour de 5% par an, un afflux de capitaux étrangers et une dette en voie de règlement, plus les félicitations du FMI. Donc un décollage économique réel au Maroc, avec, comme c'est souvent le cas, un coût social très élevé. Effectivement. Je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, les pays de plus en plus vont être confrontés ou vont affronter une heure de vérité. Et à ce moment-là, il faudrait qu'ils soient le mieux armés possible. Il ne fallait pas que nous restions dans un débat métaphysique, en se posant la question qui a commencé. Est-ce que c'est l'œuf qui a commencé ou c'est le poulet qui a commencé par être œuf? On n'en finit plus. Dans ces structures ou ces restructurations économiques, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des méthodes qu'il faut suivre. Naturellement, elles sont d'un coût social énorme. Est-ce que vous accepteriez, pardon de vous interrompre, est-ce que vous accepteriez qu'on dise aujourd'hui que les pauvres sont sans doute un peu moins pauvres, mais les riches beaucoup plus riches? Ou est-ce que c'est pas tout à fait exact? Est-ce qu'on a l'impression que les inégalités se sont creusées? Oui, pas parce que les riches sont devenus plus riches, parce que les riches ne paient pas leurs impôts. Comment ça, c'est possible, ça? Le Marocain riche est très mauvais payeur d'impôts. Mais vous n'arrivez pas à faire rentrer les impôts? Nous allons le faire, mais je tiens à ce que ce soit l'une des croisades du prochain gouvernement. Ce sera l'une des principales tâches du prochain gouvernement, quelle que soit sa couleur politique. Quand les impôts ne rentrent pas, les dépenses augmentant, les recettes diminuent. C'est pour ça que les Marocains, les riches, certains sont plus riches qu'avant. Alors, on dit souvent le Maroc est à l'Europe, je ne sais pas si c'est un cliché, mais est-ce que le Mexique est aux États-Unis? Au fond, c'est une façon de vous demander si votre avenir est en Afrique et dans le Maghreb, ou est-ce qu'il est dans un lien de plus en plus fort avec l'Europe, et justement, quel type de lien souhaitez-vous avec l'Europe? Je pense que le Maroc, d'abord, est un pays remarquable, il y a des points remarquables. Et parmi ces points remarquables, il y a, à l'ouverture de la Mare Nostrum, une porte dont l'un des battants se trouve être le Maroc. Donc, on ne peut pas ne pas le remarquer. Ceci a entraîné beaucoup de convoitises. C'est pour ça que nous avons toujours guerroyé pour notre indépendance. Mais enfin, je passe à côté. Pardon, quand vous dites la Mare Nostrum, c'est bien la volonté de dire que la Méditerranée baigne un certain nombre de pays qui ont donc en commun le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, un avenir commun. Vous le dites vous-même dans votre formulation. Un avenir commun. Naturellement, il serait difficile de dire
de définir d'une façon précise quels devront être ces liens tant dans leur nature que dans leur intensité. C'est-à-dire que je souhaite qu'ils deviennent forts au fur et à mesure que l'Europe et le Maroc deviendront forts. Donc qu'ils soient modulables et parfaitement applicables à la situation des uns et des autres. Un partenariat en somme. Je ne veux pas être traîné en remorque. Je veux un partenariat. Car si je ne veux pas d'assistance, car ça me rendrait paresseux, et en plus, nous sommes un pays fier et capable de faire quelque chose. Un partenariat bien étudié, bien décidé, je pense, serait quelque chose d'important. Alors, un des critères d'intégration à l'Europe, vous le savez, c'est l'état des droits de l'homme dans les différents pays. Alors, le préambule de la Constitution marocaine se réfère explicitement à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez créé vous-même un conseil consultatif des droits de l'homme où sont associés des ministres, des syndicats, des représentants de tous les partis, des personnalités de tous les bords. Et la communauté internationale reconnaît avec beaucoup de satisfaction des changements importants qui ont eu lieu au Maroc, notamment depuis 2 ans. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, l'instauration d'un État de droit au Maroc est un processus irréversible? Non seulement c'est un processus irréversible, mais à mon avis, plus on donne de liberté, plus il faut que ces libertés soient respectées. Or, de nos jours, avec la mauvaise éducation, avec la criminalité, avec la drogue, avec le relâchement de la famille, nous donnons naissance tous les jours à des destructeurs de la société plus qu'à des constructeurs. Or, cette société de droit doit vivre et survivre. Et c'est pour cela que plus le Maroc deviendra une société de droit, plus il devra être vigilant à se maintenir dans la société de droit. Alors, le dernier rapport d'Amnesty International du mois dernier chiffre encore à des centaines le nombre des disparus dont les familles sont aujourd'hui sans nouvelles. Ce rapport vous demande solennellement de les libérer. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Amnesty? D'abord, je vais dire à Amnesty International que c'est une vieille boîte complètement défraîchie, qui ne sert plus à rien. Elle a été créée par un Irlandais aigri, et puis par la suite, elle est prise en main par des mouvements gauchisants, jusqu'à ce que la Russie à Helsinki fasse le marchandage avec le président Carter sur les droits de l'homme. Et Amnesty International a servi de cheval de Troie dans cette affaire. Or, Amnesty International n'est sacré par personne, n'a reçu le baptême de personne, aucune bonne ou mauvaise fée n'était au-dessus de son berceau lorsqu'elle est née. Je ne vois pas ce qu'il vient faire en mettant le nez dans nos affaires. C'est une ONG reconnue internationale par tous les pays, puisqu'elle a dénoncé les tortures et les exactions dans tous les pays, y compris dans les pays communistes. Pour moi, elle n'est plus respectable à partir du moment où elle ment. Je suis prêt à accepter qu'elle me fasse un procès si ce que je dis est faux. J'accepte le procès, mon pays accepte le procès. Mais qu'elle vienne prouver qu'il y a des centaines de détenus. Qu'elle vienne le prouver. Vous dites aujourd'hui qu'on vienne chez moi. Qu'elle vienne le prouver et qu'elle amène avec elle tous les avocats du monde. Mais si par contre il s'avère qu'elle a raconté des histoires depuis des années, alors là, il faut qu'elle-même se dise qu'on pourrait lui demander des sanctions. Il y a un comité des droits de l'homme aux Nations Unies qui en 90 s'est intéressé au Maroc et a demandé où étaient Tazmamart et Kalat Mgouna, qui étaient des centres Mgouna, c'est un centre de détention, de tourisme, madame, de tourisme. Oui, c'est la capitale des roses. Tazmamart, oui, existait effectivement. Il y avait à Kalat Mgouna, d'après ce rapport des Nations Unies, un centre de détention secret. Ah mon Dieu, Mgouna, c'est la capitale des roses. Ils connaissent mal la géographie du Maroc. Il peut y avoir des centres de détention dans des lieux qui sont prévus de tourisme. Non, c'est pas possible. Et alors, justement, quand ils ont demandé où était Tazmamart, les autorités marocaines ont répondu que ce centre de détention ne figurait pas sur les listes justement du ministère de l'Intérieur. Or, depuis, Tazmamart a été rasé. Alors, ils sont allés voir. C'est la limite pour justement à venir voir chez vous. Oui, parce que vraiment, Tazmamart n'avait, je ne dirais pas qu'il n'avait pas d'objet. Il avait une existence et un objet. Tazmamart n'ayant plus d'objet, les gens y étant relaxés, nous n'avons rien à faire de cette vieille bâtisse, nous l'avons rasée, tout simplement. Ce n'était pas pour mettre de la poussière sous le tapis, mais elle devenait inutile dans le cadre nouveau, alors nous l'avons rasée. Un mot, puisque vous souhaitez justement, vous dites nous sommes mûrs pour la démocratie, aujourd'hui il faut que tout soit transparent, un mot pour terminer justement sur ce passé dur.
sur les tortures qu'elles ont été dénoncées ici. Le monde entier a vu sortir les frères Bourekat, cassés, précisément après 18 ans passés au bagne de Tazmamart. On a vu sortir Abraham Serfati de prison. Après 18 ans passés, d'ailleurs, le hasard veut qu'il publie un livre la semaine prochaine avec sa femme Christine sur son autobiographie. J'ai rencontré moi-même à Paris un fils d'un disparu le disparu s'appelle Belkacem Ouzan, qui a disparu il y a 20 ans, le jour même de sa libération par le tribunal militaire au siège de la prison de Kénitra. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il y a 20 ans, cet homme... Il y a 20 ans, il n'y avait pas de procès au tribunal militaire, il y a 20 ans. Nous sommes en 97. Nous sommes en 93. C'était 73. En 73, cet homme a disparu, plus personne n'a sa trace. Les disparus au Maroc, ça a existé selon des rapports précisément que vous contestiez à l'instant. Mais est-ce que vous dites en tout cas pour l'avenir, plus jamais ça pour mon pays? Je dis plus jamais ça, mais je dis surtout plus jamais une partie infime de ça, car le reste, je le conteste, sur le plan du nombre. Je ne conteste pas le fait que, mais de là, qu'on fasse du détail, qu'on ne passe pas au semi-grossiste, mais on passe au grossiste, je ne suis pas un grossiste des détenteurs. C'est-à-dire, vous dites, il y a eu des exactions, mais pas autant qu'on le dit. Oui, mais pas autant qu'on dit. Et vous-même, pour le cas de ce garçon dont vous me parliez, madame, pour vous faire plaisir et pour vous convaincre, nous sommes prêts à ouvrir avec vous un dossier quand vous aurez le temps. Vous n'avez qu'à me donner tous les éléments. Je serai très heureux que vous vous trompiez, car ça vous ferait plaisir. J'aimerais beaucoup. Mais je serai malheureux que vous ayez raison, et je vous le dirai si vous avez raison. Alors, dans votre livre, où Éric Laurent vous interroge précisément là-dessus, et sur des conditions de détention très dures, notamment à Tazmamart, et vous répondez « Je n'ai pas à surveiller l'intendance des lieux de détention ». Effectivement. Quand vous avez eu connaissance de l'intendance, est-ce que vous avez pris les sanctions contre ceux qui ont torturé dans ce pays? Immédiatement. Il n'y avait pas de torture, madame. Ça, je puis vous assurer qu'il n'y en avait pas. Mais immédiatement, j'ai donné les instructions, je n'étais pas au courant. On parlait des élections tout à l'heure. Il est un homme qui est devenu un des emblèmes pour les partis de l'opposition. Aujourd'hui, il s'agit de Noubi Ramaoui, secrétaire général du principal syndicat de ce pays, la CDT, qui a été condamné à 2 ans de prison pour injure et diffamation contre le gouvernement. Est-ce que, en plus de la lourdeur de sa condamnation, ce n'est pas une erreur d'en avoir fait un porte-drapeau? Ce n'est pas à moi de juger. Le juge a considéré qu'il y avait diffamation. Il a donc condamné selon les règlements et les lois. Ce monsieur aurait pu interjeter, aller en cassation, il ne l'a pas fait. Il aurait pu se demander la grâce, il ne l'a pas fait. Vous l'auriez gracié? Comment? Vous l'auriez gracié? S'il le demande, nous verrons. Tout dernièrement, on nous a dit que sa santé était un petit peu dégradée. Le médecin est allé pour le sortir de l'hôpital, pour l'amener à l'hôpital Avicenne. Par procès verbal, il a refusé, il préfère rester en prison. C'est le premier détenu malade que je vois préférer rester en prison. C'est sa façon de voir. Mais son cas est un cas pénal. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a à faire dans ce contexte. Ce n'est pas parce qu'on est secrétaire général du central syndical qu'on peut être hors la loi, ni au-dessus des lois. Et la lourdeur de la condamnation? Mais madame, c'était le minimum de 2 ans. Une diffamation et traiter les ministres de brigands. C'est un peu... Et sur un journal espagnol étranger, potentiellement. Oui, dans le journal El País. Le País. Quand vous dites... Moi, j'aurais tellement aimé qu'il m'apporte les preuves. Puisque c'est diffamateur d'apporter les preuves. Ça m'aurait permis d'épurer mon gouvernement. En somme, vous lui dites aujourd'hui, demandez-moi la grâce, je vous gracie, apportez-moi les preuves. Je ne lui dis pas demander la grâce. Je lui dis qu'il avait toujours cette porte, il n'en a pas usé. Vous disiez à la seconde, je n'ai pas été mis au courant. Aujourd'hui, on sait que le Maroc est un pays bien gouverné. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe? Non, je ne prétendrai jamais être au courant de tout ce qui se passe et aucun chef d'État, s'il le disait, ne serait crédible. Personne ne peut prétendre être au courant de tout ce qui se passe. Même dans les républiques démocratiques les plus organisées et dans les dictatures les plus musclées. Parce que encore dans ce livre auquel je fais référence, puisque c'est le livre d'entretien que vous avez donné, vous dites je connais le prix des tomates au marché. Oui, ça c'est vrai. Donc je me disais non, ça c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Comment fonctionnait ce pays. Parce que pour moi, c'est un élément très important. Mais il y a connaître et connaître. Je suis fier de connaître
le prix des tomates. Il y aurait demain le métro, je serais fier de connaître le prix du ticket de métro. Mais de là à connaître tous les larcins des grandes villes ou toute autre chose. Dernière question sur ce thème. Majesté, est-ce que la famille Oufkir peut aujourd'hui sortir du Maroc? Madame, nous parlions tout à l'heure des élections. Et je vous ai dit que j'espérais qu'il y ait une nouvelle vague qui vienne pour monter à l'assaut. Cette nouvelle vague, justement, est née en 72, l'année à laquelle vous vous référez concernant cet individu et sa famille. Je ne parle pas de l'individu, comme vous dites, de sinistre mémoire pour les Marocains, pour vous-même. Disons. Et tout le monde le sait, il s'agit là de sa famille. Donc, en plus de cela, la Constitution a ramené l'âge pour être électeur à l'âge de 20 ans. Et pour être éligible à l'âge de 22 ans. Dont ceux qui sont nés en 72 ont actuellement 21 ans. Demain, ils vont aller aux élections. Ils n'ont jamais vu la gueule de cet individu, je m'excuse du terme. Ils ne savent même pas combien elle a laissé d'enfants. Est-ce que vous pensez que ce problème les intéresse? Mais quand même, puisque je vous parlais. Mais comme il vous intéresse, je peux bien vous faire plaisir. La famille, oui. Non, je vais vous faire plaisir, Lui ne m'intéresse. La famille, on y a même trouvé la possibilité d'aller au Canada. Et le gouvernement canadien, j'ai encore la lettre, m'a écrit en me disant, mais quel cadeau empoisonné vous me faites? Pourquoi n'avez-vous pas choisi un autre endroit? J'ai fait dire que parce que la communauté marocaine y était nombreuse et que, ma foi, ce n'était pas la peine que cette femme, avec ses enfants, aille dans un pays où elle serait déculturée. Elle vit ici. Elle peut avoir un passeport et sortir demain? Si elle le demande, elle peut le prendre et sortir. Fin de l'actualité de la semaine, les négociations israélo-arabes, la Bosnie, l'ouverture du Festival de Cannes et l'épouvantable prise d'otage des enfants à Neuilly. Brigitte Cantor, Joseph Pénisson. C'est une toute petite phrase, mais ça fout la trouille. Alors, je suis très heureuse de déclarer ouvert le 46e Festival international du film de Cannes. Romane Boringer a prononcé la formule magique, la fête peut commencer. En ouverture, Catherine Deneuve en compagnie de Daniel Auteuil et d'André Téchinet pour Ma saison préférée. En clôture, Isabelle Adjani pour Toxic Affair de Philomène Esposito. Joli programme en perspective. Cette année, 23 films sont en compétition, dont 4 français. Et c'est Louis Malle, président du jury, qui décernera la Palme d'Or le 24 mai. Déception à Washington. À l'issue de la 9e session des pourparlers de paix, Israéliens et Arabes se séparent sur un constat d'échec, malgré le forcing américain de dernière minute pour concilier leurs positions. Un revers pour Washington, accusé par les Palestiniens d'épouser les thèses israéliennes. Cependant, le dialogue n'est pas rompu, une reprise des pourparlers est même envisagée en juin. Pendant ce temps, les violences continuent. Toute la semaine, les affrontements entre intégristes musulmans et soldats de Tsahal se sont multipliés en Israël, faisant de nombreuses victimes. Cet enfant, entreaperçu dans les bras d'un homme du raid, levé de la victoire des policiers, l'arrivée d'Édouard Balladur, des signes qui ne trompent pas, à 7h30. Devant l'école Commandant Charcot à Neuilly, la nouvelle tombe, les petits otages et leurs maîtresses sont sains et saufs, le forcené est mort, le cauchemar est terminé. Il aura duré 46 heures. Jeudi, à 10h du matin, un homme armé et encagoulé prend en otage les 21 bambins d'une classe maternelle. Il réclame 100 millions de francs. Au fil des heures et des négociations menées notamment par le patron du RAID et par Nicolas Sarkozy, ministre du Budget et maire de Neuilly, 15 enfants sont libérés. Restent prisonnières dans la classe 6 petites filles de 3 à 4 ans et Laurence Dreyfus, la formidable maîtresse qui a su déguiser le drame en jeu. Toute la France vit au rythme de l'angoisse des parents, même si le ministre de l'Intérieur affirme que rien ne sera fait qui puisse mettre en péril la vie des enfants. Il faudra une seconde interminable nuit avant que les hommes du RAID puissent donner l'assaut. Profitant d'un moment d'assoupissement du forcené, celui-ci est tué avant d'avoir pu utiliser les 21 bâtons de dynamite qu'il détenait. Il s'appelait Eric Schmitt, il avait 42 ans et c'est lui qui, la semaine dernière, avait fait exploser une bombe à Neuilly, signant ses tracts HB. HB comme Human Bomb, bombe humaine, il affirmait qu'il préférait mourir plutôt que d'être pris. Pour les enfants, l'heure des mamans a enfin sonné. Pour ou contre le plan de paix Vance-Owen. Les Serbes de Bosnie se prononcent ce week-end par référendum, 15 jours après le rejet de ce document par leur Parlement. Malgré les pressions de Belgrade en faveur du oui, un non massif est attendu. Les résultats seront connus mercredi. Tandis que les Occidentaux continuent de tergiverser sur la tactique à adopter, sur le terrain les combats continuent. Au nord entre Serbes et musulmans, au sud entre Croates et musulmans.
Majesté, tout de suite les négociations israélo-arabes. Une phase s'est terminée cette semaine sans visiblement déboucher sur un texte commun. On a l'impression qu'aujourd'hui tout le monde se parle mais que la paix n'avance pas. Vous avez pris conscience du problème depuis longtemps, dès 1956. Depuis 15 ans, vous n'avez pas ménagé vos efforts pour la paix. Qu'est-ce que vous pourriez prendre comme initiative aujourd'hui? Est-ce que ce ne serait pas le moment d'ailleurs? L'initiative dans ce domaine ne pourrait être que matérielle. Sous forme de papier, de projet. Non. J'imaginais une invitation à Rabin et à Arafat de venir ici à Rabat. Je ne l'exclus pas, mais le moment n'est pas mûr. Ceci dit, je suis extrêmement inquiet parce que d'un côté, on a l'impression qu'on donne d'une main et qu'on reprend d'une autre. D'un autre côté, la centrale palestinienne qui est l'OLP et dont en réalité c'est elle qui négocie à Washington, elle se trouve en état de débordement par une autre centrale de résistance palestinienne, elle, radicale, n'étant aucune négociation, étant pour la manière forte, pour le combat. Je crains que si cette atmosphère demeurait, une atmosphère d'hésitation de la part des Israéliens et une atmosphère de suspicion de la part des Palestiniens, je crains que, comme dans beaucoup de cas, les espoirs suscités n'aient une réaction très négative sur l'avenir. C'est-à-dire que ce que je sais, ce matin, je me suis attaché un petit peu à l'actualité. Comme vous le savez, les Américains ont remis un papier aux Israéliens et aux Palestiniens en leur disant, écoutez, les Palestiniens ont refusé ce papier en considérant que ce papier n'était pas équitable, car il donnait tout aux Israéliens et rien aux Palestiniens. Ils l'ont dit aux Américains. Et les Américains l'ont dit, nous allons refaire un autre papier. Nous allons refaire un autre papier, même s'il faut attendre et retarder un peu la clôture des négociations. Voilà les nouvelles que j'ai ce matin. On a beaucoup espéré de ces négociations et on a l'impression qu'elles s'enlisent phase après phase. Dans l'affaire de ces négociations, il y a deux éléments qu'il faut apprécier. Les résultats doivent être obtenus le plus tôt possible. Ça, je jouerai le court terme. Les fruits bénéfiques sont dans le moyen et le long terme. Mais il faut faire la moisson maintenant. La moisson doit être faite maintenant. La cueillette doit être faite maintenant. Notamment parce que vous craignez justement des éléments de déstabilisation à l'intérieur de la centrale palestinienne. Oui, et puis même dans les territoires occupés. Un changement de ton. Radicalisation. Intégriste peut-être aussi. Intégriste, et puis, vous voyez, si on vient faire le nombre de morts civils qu'il y a eu en territoire occupé depuis l'arrivée des travaillistes maintenant, jusqu'à maintenant, est supérieur à ce qu'on a vu du temps de Shamir. Le statut de Jérusalem aujourd'hui, ou plutôt demain, comment le voyez-vous? Comment était le statut de Jérusalem avant l'occupation de la guerre de 67? Jérusalem, il y avait une partie entre les mains des Israéliens, une partie entre les mains des Jordaniens, y compris les lieux saints musulmans et chrétiens, comme ça l'a été depuis des siècles. Et lorsqu'il y a eu la guerre de 67, il y a eu occupation totale de Jérusalem. Dans le statut intérieur, il n'y avait pas possibilité aux Israéliens d'accéder à leur propre lieu saint. Bon. Les Arabes et les musulmans, parce que dans cette affaire-là, il n'y a pas que les Arabes, c'est tous les musulmans. C'est une affaire religieuse. C'est comme exactement qu'il s'agit, pour le mur de la lamentation, par exemple, il ne s'agit pas de ceux qui sont in situ, mais il s'agit de tous ceux qui ont embrassé la religion hébraïque, c'est leur lieu à eux. Nous ne demandons pas, nous, les lieux hébraïques, les lieux saints. Nous demandons tout simplement que les lieux musulmans nous reviennent, qu'on puisse les entretenir, les restaurer, y assurer la prière et le culte. C'est tout ce que nous demandons. Avec une souveraineté diplomatique. Le Jérusalem qui est à nous. Bon. Une fois qu'on nous dira autre chose, on verra. Je pense que le statut hanté sera difficile à atteindre.
Je pense qu'il faut absolument se dire que ce qui a été pris par la violence ne saurait être considéré comme définitif. Or, les parties musulmanes de Quds doivent nous revenir. C'est le minimum que l'on nous doit. Je remarque que dans ce que vous dites, vous délimitez le périmètre à celui des... Le Quds Sharif. Pour nous, le shérif, c'est des lieux religieux. Le Quds Sharif, c'est là où il y a les lieux religieux musulmans. Ça, on ne peut pas ne pas nous les rendre. Majesté, la Bosnie. La Bosnie, problème majeur aujourd'hui en Europe, problème, j'imagine, aussi pour vous, face à l'encerclement des musulmans de Bosnie et face à l'épuration ethnique. Est-ce que vous seriez favorable à une intervention militaire? Parce que c'est comme ça aujourd'hui que les choses se passent, les problèmes se posent plutôt. Je serais favorable à toute intervention de quelque genre qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit, pour mettre fin à cette atroce tuerie. Enfin, on parle des nazis. Je pense que ceux-là n'ont rien à leur envier. Autant de camps de concentration, les éventrations de femmes, exprès ensemencer, comme ils le disent, des femmes musulmanes de semences non musulmanes. C'est effroyable. Exactions de Serbes et de Croates, notamment. C'est exécrable. Bon. Si les Européens hésitent à employer l'armée, je pense, c'est qu'ils ont encore en mémoire qu'Hitler s'est cassé les dents sur la Yougoslavie, en envoyant des divisions et des divisions et des divisions. Ils craignent de s'enterrer là-dedans. Parce qu'aussi, ils ont des soldats. Et la France, notamment, y participe très lourdement avec 5000 casques bleus. Mais qu'il en faudrait beaucoup plus. Et qu'il y a des pays qui sont otages parce que leurs soldats sont déjà à l'intérieur. Mais en tout cas, ce que je dirais aux Serbes et aux Croates, c'est que je n'aimerais pas, dans une génération, être fils ou petit-fils de Serbes ou de Croates. Car on pourrait leur appliquer ce que disait Agrippine à Néron, et ton nom restera dans la race future au plus cruel tyran, la plus cruelle injure. J'aimerais pas être à leur place. C'est un problème de tribu. C'est plus microcosme que problème d'ethnie, de religion. C'est un problème de tribu. Guerre tribale. Ah oui. Majesté, vous régnez depuis 32 ans avec des tourmentes, des difficultés. On a parlé aujourd'hui de votre volonté d'édifier un État de droit aujourd'hui au Maroc. Vous croyez que ce sera plus facile pour votre fils, le prince héritier, Sidi Mohamed? Je ne lui souhaite pas que ce soit facile. Parce que si c'est facile, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Je souhaite que ce soit difficile. Car ça prouvera qu'on aura toujours besoin de cette monarchie pour être le premier ouvrier du royaume. Majesté, merci. Merci d'avoir participé à ce 7 sur 7. Merci de nous avoir reçus à Rabat. Dimanche prochain, à 7 sur 7, je recevrai Bernard Tapie. Nous reviendrons en France avec nos problèmes et nos soucis. Dans un instant, le journal de 20 h de Claire Chazal. Merci à tous. Bonsoir.